Après la guerre, c'est l'heure du bilan. En France, les 2/3 de la communauté juive ont survécu. Ce n'est pas le cas d'autres pays européens, comme la Pologne ou l'Allemagne. Je m'appelle Louise Salé et vous écoutez 1945, Les Survivants, un podcast de la rédaction d'Europe 1, imaginé à partir des photos de Daniel Frank. Épisode 4, la reconstruction. C'est quand même une différence avec d'autres pays. Il y avait à peu près 300 000 juifs en France en 1940. En 1944, vous en avez plus de 220 000 qui sont là. Laurent Joly, historien. 74 000 ont été déportés, 4 000 reviennent, donc vous voyez que 5% des juifs reviennent. Et l'une des singularités françaises aussi, c'est qu'il y a eu un effort particulier pour sauver les enfants. Donc en proportion, les enfants ont plus survécu que dans pratiquement tous les autres pays. Donc ça explique pourquoi vous avez beaucoup d'orphelins. Beaucoup d'orphelins parce que ils ont été cachés en 42, 43, 44 alors que leurs parents avaient été déportés. Plusieurs milliers d'enfants cachés grâce à des familles. Sans le sacrifice de ces gens, Eliane et Daniel auraient sans doute connu le même sort que les 11 400 enfants français déportés à Auschwitz ou ailleurs. Les enfants, c'est une catégorie vouée à la mort impitoyablement. Serge Klarsfeld, historien. Ma sœur et moi, nous y avons échappé parce que notre père avait construit un double fond dans un placard et que ma mère, ma sœur et moi, pendant que la Gestapo arrêtait mon père et qui fouillait l'appartement, ils ne nous ont pas trouvés. Mon père nous avait dit, il connaissait pas Auschwitz, il connaissait pas les chambres à gaz, mais il nous a dit, si on va dans un camp, moi je survivrai parce que je suis fort, mais vous ne survivrez pas. Une toute petite poignée d'enfants rescapés des camps s'en est sortie. Au printemps 1945, ils sont là pour témoigner, comme les enfants de Buchenwald sur les photos de Daniel, qui comprend alors l'horreur à côté de laquelle il est passé. 80 ans plus tard, Simra Arom, ex-enfant juif caché dont les parents sont morts à Auschwitz, découvre ces mêmes photos d'enfants déportés. C'était une culpabilité d'être resté en vie. Et ça, c'est pourquoi eux, pourquoi pas moi. Et en voyant des photos d'enfants de Buchenwald, on se dit, c'est pas normal que j'y ai échappé. J'aurais dû être là comme eux, c'était ça mon destin. Alors on en est sorti, c'est vrai, mais c'est pas facile à porter. Et on le porte tous les jours. C'est peut-être aussi ce que Daniel et Eliane éprouvent en 1945. Cette douleur dont souffrent les enfants juifs qui ont été cachés, davantage passés sous silence peut-être que celle des rescapés de retour des camps. C'est une douleur qui se mêle de culpabilité, de questions qui n'ont jamais trouvé de réponse. Lior Lalieu, responsable de la photothèque au mémorial de la Shoah. De parents disparus dans la déportation, donc de se dire que eux ont survécu, c'est cette immense peine, cette immense douleur qui ne s'efface pas. Et ce qu'on voit nous au mémorial, on les appelle aussi les survivants. Pendant des années, on les a pas appelés les survivants, les enfants cachés. En 1946 a lieu le mariage de Daniel et Eliane Mélian-Chénin, le nom francisé de Méliran Chénine, entendu au début de ce podcast. Mais Daniel reste Daniel et ne reprend pas son prénom de naissance, Abraham. Le couple est athée, pas du tout religieux, profondément français et républicain, mais tous les deux s'intéressent de près aux personnalités juives qui luttent pour la mémoire de la Shoah. Ils sont photographes de presse et travaillent ensemble sous le pseudonyme de Daniel Frank. Dans les années 50, un mémorial est inauguré à Paris. Daniel Frank est présent. Nous, on devient mémorial de la Shoah en 2005. Mais on est fondé dans la clandestinité en 1943 par Isaac Schneerson, notre fondateur, un juif russe, qui fonde en fait le Centre de documentation juive contemporaine avec l'idée première de réunir, de retrouver, de préserver les archives de la Shoah. Et puis, il a cette vision qu'un centre de documentation, ça ne suffit pas, il faut aussi un lieu de mémoire pour les victimes. Et il a l'idée de créer le mémorial du martyr juif inconnu, qui va héberger le Centre de documentation juive contemporaine. Et les premières photos qui concernent donc ce bâtiment, elles datent de 1953, c'est la pose de la première pierre, et certaines de ces photos sont en effet signées Daniel Frank. Daniel Frank revient ensuite très régulièrement dans ce bâtiment.
c'est le photographe attitré de l'institution et c'est lui qui va chaque année prendre en photo toutes les personnalités qui vont visiter ce lieu. Et Daniel Franck aussi est une personnalité de ces années-là. Simone Veil, ancienne déportée devenue ministre, mais également Claude Lanzmann, réalisateur du documentaire Shoah, se croisent entre ces murs. Daniel Franck capture leur visage. Dans les années 70, Serge et sa femme Beate Klarsfeld, historiens, se battent pour faire juger les criminels nazis. Ça ne plaît pas à tout le monde. En 1979, le couple est victime d'un attentat à Paris. Daniel Franck photographie leur voiture déchiquetée. C'est notre voiture détruite par une bombe qui devait exploser normalement le matin quand je conduisais notre fille à l'école. Heureusement, elle a explosé un peu trop tôt et donc personne n'a été victime de cette bombe. Voilà, c'est un des attentats qu'on a eu. On a eu aussi des attentats au colis piégé, etc. Mais des attentats qui devaient être meurtriers, que l'on doit à l'extrême droite. Nous chassions les criminels nazis et donc dans les années 70, les anciens collaborateurs étaient encore vivants et l'extrême droite était très active. L'attentat survient 3 mois avant un procès en Allemagne. C'est le procès demandé par les Klarsfeld depuis longtemps contre des responsables de la police allemande qui ont organisé la déportation des Juifs de France. Les audiences débutent en octobre de la même année et Daniel Franck, malgré le danger, suit le couple Klarsfeld jusqu'à Cologne qui organise une manifestation. Sur les banderoles, immortalisées par le photographe, est écrit « Justice pour les Juifs de France ». Elles sont tenues par des hommes en tenue rayée. En regardant ces clichés, Beate et Serge Klarsfeld se souviennent. La route était barrée, c'était pas très loin de la gare de Cologne, donc ils avaient tout fermé, les policiers. Ils avaient peur qu'il y avait des problèmes, mais on est arrivé jusqu'au tribunal. Oui. C'était la plus grande manifestation de Juifs en Allemagne depuis la fin de la guerre. On a négocié avec la SNCF des trains spéciaux et on a fait venir des milliers de Juifs à Cologne. Les photos étaient des photos de Daniel Franck. Heureusement qu'il est venu. Et je crois qu'il a joué un rôle important parce que il a photographié tous les événements importants de la communauté juive pendant au moins un demi-siècle. Donc il était pas seulement comme photographe, mais un petit peu comme militant parce qu'il savait très bien photographier des scènes qui n'étaient pas tout à fait... on était arrêtés pour ça. Donc il a quand même joué un rôle très fort aussi de donner la preuve pour nos actions illégales avec ces photos. Pascal, fils de Daniel et Eliane, se remémore l'engagement de ses parents. Pour autant, j'ai jamais connu chez nos parents des engagements politiques particuliers, si ce n'est évidemment la ligne rouge. C'était le comportement que les gens avaient pu avoir pendant la guerre. Et ça, si effectivement il y avait le moindre soupçon de collaboration, de sympathie pour le régime de Vichy et pour les Allemands, il n'était pas question que les gens montent à leur domicile et qu'ils les croisent et qu'ils s'adressent à eux. Cet acharnement porté par le couple Klarsfeld pour reconnaître la responsabilité du régime de Vichy dans la déportation des Juifs finit par payer. Le 16 juillet 1995, Jacques Chirac prononce un discours retentissant. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. En parallèle de cette aventure à la fois journalistique et militante de Daniel et Eliane, la guerre n'est paradoxalement jamais abordée chez les Mélian-Chénin. Et tous ces gens, moi je le vois, qui étaient des amis de nos parents, qui étaient... pour la plupart étaient des juifs qui avaient connu la guerre, certains avaient été déportés, d'autres avaient vu leurs parents ne pas revenir, certains avaient connu la résistance comme notre père, ils en parlaient pas. Simra Arom, qui s'est caché au même endroit que Daniel pendant la guerre, préfère lui aussi garder le silence encore aujourd'hui. La Shoah, ce n'est pas le devoir de mémoire, c'est presque l'obligation d'oublier pour survivre. C'est l'abomination, quoi.
Il y a trop à dire pour qu'on puisse dire quoi que ce soit. Alors on ne dit rien. C'était ça qu'on percevait, lui et son épouse, Eliane. Lior Lallieu, responsable de la photothèque au mémorial de la Shoah. Des gens qui avaient voué leur vie à la photographie de la Shoah, de la mémoire de la Shoah, qui ont participé à des manifestations au fin fond de l'Allemagne, qui étaient tout le temps au mémorial, comme s'il fallait réparer quelque chose, comme s'il fallait absolument laisser des traces encore et encore et encore. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait, c'est leur œuvre. Ils ont laissé des traces, ils ont laissé des photos extraordinaires, mais eux-mêmes avaient l'air souvent tristes. Oui, une espèce de colère qui ne s'expliquait pas, mais de solitude aussi, avec leur propre histoire, tellement difficile à transmettre. Ne serait-ce que dans la famille proche, leurs connaissances étaient des personnes qui avaient vécu la même chose qu'eux. Daniel était un héros malgré lui, et malgré cette souffrance. Il n'ira d'ailleurs jamais chercher plusieurs médailles qui récompensent son action dans la résistance. Après le décès d'Eliane en 2019 et celui de Daniel en 2025, plusieurs milliers de photos dorment dans des tiroirs de leur appartement parisien. Un trésor d'histoire et de mémoire. Vous venez d'écouter le 4e et dernier épisode de 1945, Les Survivants. Un podcast de la rédaction d'Europe 1, imaginé à partir des photos de Daniel Franck retrouvées par ses enfants. J'ai écrit et présenté ce podcast. Christophe Davio l'a réalisé. Merci aux archives d'Europe 1, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion et coordination des partenariats, Marie Corpet. Merci tout particulièrement à Franck, Éric et Pascal, les 3 fils de Daniel Franck, Sandrine Schwartz, Lior Lallieu du Mémorial de la Shoah et à celles et ceux qui m'ont confié leur témoignage ou leur éclairage. Retrouvez tous les épisodes de la série sur le site et l'application d'Europe 1.